Au milieu de l'année 1989, Lucina Bial, conservatrice des archives de la bibliothèque de l'université de Piasek en Pologne, a trouvé un journal historique parmi les anciens matériaux imprimés datant de 1924. En parcourant ces documents, elle n'a jamais imaginé que parmi les nombreux articles, elle tomberait sur une histoire peu commune concernant un cannibale. Lucina s'est fascinée par les détails morbides et a décidé d'emmener ce petit fragment brutal de l'histoire à une conférence où elle a présenté l'histoire sous un nouveau titre, Le cannibale oublié. Et c'est précisément cette histoire que nous allons découvrir dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors, n'oubliez pas de liker cette vidéo et d'activer la cloche de notification. Je vais tout vous raconter. L'affaire commence vers 1h de l'après-midi, le 21 décembre 1924, lorsqu'un cocher de la ville de Münsterberg, aujourd'hui Ziembic, Pologne, entendit des cris provenant de la rue Starowa. En se dirigeant vers cette rue, l'homme aperçut un individu criant et titubant dans sa direction. Une fois calmé, le jeune homme se présenta comme Vincenz Olivier, visiblement blessé. Avant de perdre connaissance, il déclara que son père l'avait attaqué avec une pioche. Le cocher, nommé Gabriel, fut bouleversé par cette allégation, car le père en question était Karl Denk, un résident respecté et même adoré du quartier. Cependant, Gabriel ne pouvait ignorer l'importante quantité de sang coulant du cuir chevelu de Vincenz. Ainsi, il se rendit en courant au poste de police pour rapporter l'incident. Münsterberg était une ville de plus de 8000 habitants ruraux à l'époque. Ce n'était pas un lieu violent. La plupart des habitants se connaissaient grâce aux messes et aux rituels religieux fréquents. D'ailleurs, Karl Denk lui-même était un membre très actif de l'Église et de la communauté. Lorsque Vincenz fut interrogé par le commissaire, il expliqua qu'il avait reçu une proposition de Karl, écrire une lettre pour lui. Bien que Karl fût un homme humble, il ne savait ni lire ni écrire. Vincenz, sans domicile fixe, accepta cette proposition en raison de la bonne réputation de Karl. Cependant, il raconta que Karl lui avait demandé d'écrire une phrase qu'il trouvait bizarre. Avant qu'il ne puisse finir d'écrire, il vit l'ombre d'un objet tranchant foncer sur lui. Il réussit de justesse à esquiver, ne subissant qu'une profonde coupure de 8 cm de longueur et 2 cm de largeur. Il engagea ensuite une lutte avec Karl avant de s'échapper par la porte d'entrée. En entendant cette histoire, le commissaire se montra incrédule. Cependant, un médecin légiste de la police exprima son inquiétude, affirmant que la blessure avait clairement été causée par une arme tranchante utilisée pour tuer. Malgré tout, le commissaire décida d'arrêter Vincenz, l'accusant de vagabondage. Lorsque l'affaire fut portée devant le tribunal, le juge local ordonna une enquête approfondie sur les allégations de Vincenz. Bien que la police fût réticente, elle se rendit au domicile de Karl et l'emmena pour un interrogatoire. Karl expliqua au commissaire qu'il avait donné une aumône à Vincenz, mais que celui-ci avait tenté de le voler, le forçant à riposter avec une pioche. Cette déclaration déclencha une enquête officielle sur les lieux du crime. Karl fut placé en cellule en attendant les résultats de l'enquête prévue pour le lendemain. Cependant, dans la soirée, le sergent Polk, en patrouillant près des cellules, trouva Karl Denk pendu. Cet homme apprécié de la communauté s'était suicidé avec les draps de son lit. Cette nouvelle troubla les enquêteurs et surtout le commissaire. Pourquoi Karl Denk se serait-il suicidé? Un mandat de perquisition fut immédiatement demandé. Dans les jours suivants, le monde découvrit les crimes de Karl Denk, le cannibale de Münsterberg. Lors de la perquisition, les autorités mirent au jour des restes humains, des outils macabres et des preuves accablantes d'une longue série de meurtres commis par Denk. Environ 4 jours après le mystérieux suicide de Karl Denk, le mandat permettant à la police de fouiller la maison de l'homme fut obtenu. Les forces de l'ordre, cependant, ne s'attendaient pas à découvrir un véritable spectacle d'horreur dans la résidence de cet homme décrit comme humble. D'après le rapport du chef de l'Institut de médecine légale de Breslau, Friedrich Petruschke, les premières découvertes faites dans la maison de Denk lors de la perquisition incluaient des os et des morceaux de chair. Ces morceaux étaient conservés dans une solution saline trouvée dans un tonneau en bois. Il y avait en tout 15 morceaux avec de la peau, dont 2 parties du thorax fortement poilues. Le tronc était coupé en 2 à 3 doigts au-dessus du nombril. La limite latérale correspondait à l'omoplate antérieure.
Sur un morceau de la paroi abdominale antérieure, le milieu du nombril était visible. Les autres morceaux appartenaient aux parties latérales et postérieures du corps. Le plus grand morceau mesurait environ 40 cm de long sur 20 cm de large. Un détail particulièrement frappant était l'anus, parfaitement propre, accompagné de larges morceaux des deux fesses. Le rapport original était suffisamment détaillé pour que, à la fin, vous considériez Jeffrey Dahmer comme un simple scout d'été à côté de Karl Denk. Dans la maison du criminel, les preuves de parties humaines garantissaient la certitude que les corps avaient été démembrés après leur mort. Cependant, les torses et les dos présentaient des coupures profondes. Dans certains cas, la peau et les muscles étaient absents. Dans d'autres cas, les dos ne manquaient que la tête ou les organes sexuels, rendant impossible de déterminer précisément quand les coupures avaient été faites. Dans le garde-manger, 3 pots de taille moyenne furent trouvés, contenant de la viande cuite, partiellement recouverte de peau et de cheveux humains. Certains pots n'étaient qu'à moitié pleins, mais des traces montraient qu'ils avaient été entièrement remplis auparavant. En d'autres termes, la police conclut que Karl Denk se nourrissait de la chair de ces malheureuses personnes. À ce stade des investigations et de la collecte des preuves, les enquêteurs notèrent que Karl Denk possédait l'autorisation municipale pour vendre de la viande aux habitants. Ainsi, la théorie selon laquelle de la viande humaine avait été commercialisée gagna en crédibilité. Il fut également prouvé que Karl Denk avait l'habitude d'inviter des sans-abri chez lui, leur offrant une grande quantité de nourriture, composée principalement de viande cuite. Dans l'abri en bois derrière sa résidence, encore plus de morceaux de chair furent découverts, ainsi qu'un tonneau contenant 6 os d'avant-bras parfaitement nettoyés. Derrière l'abri, des restes d'eau furent trouvés dans un étang que Denk lui-même avait creusé. Dans la forêt proche, davantage de preuves furent collectées. Aux abords des broussailles, des parties d'une colonne vertébrale furent trouvées, ainsi que 4 parties d'un bassin masculin, nettoyées mais présentant des traces de découpe grossière. Un fragment de crâne trouvé montrait des signes de fractures graves et des marques de scie. La majorité des os collectés portaient des coupures, indiquant que quelque chose de tranchant avait été utilisé pour les nettoyer. Au point où se trouvaient les articulations, les coupures étaient à peine visibles, probablement parce que le criminel avait utilisé un couteau ou une scie de petite taille. Plus la pièce trouvée était grande, plus les traces de découpe grossière étaient importantes. Au cours de la première semaine de recherche, la police conclut qu'au moins 8 personnes avaient été tuées, démembrées et consommées par le criminel. Peu de temps après, le journal de Karl Denk fut découvert. Il contenait les noms de 30 personnes différentes, probablement ses victimes. Parmi elles, 2 avaient entre 20 et 30 ans, et une entre 30 et 40 ans. La majorité des victimes avaient plus de 50 ans. Des enquêtes ultérieures, basées sur l'analyse des os, suggérèrent qu'une seule victime avait moins de 16 ans, mais pour une raison inconnue, elle ne figurait pas dans la liste. Curieusement, la liste contenait également le nom de sa dernière victime potentielle, Vincenz Olivier. Encore plus révélatrice fut la découverte d'une collection de dents. Au total, 351 dents furent trouvées dans un sac d'argent, 2 boîtes en métal marquées poivre et sel, ainsi que 3 sacs en papier destinés à contenir du poivre. Les dents étaient partiellement triées par taille. Les molaires étaient dans le sac d'argent, tandis que les autres étaient dans les boîtes et sacs en papier. Dans un autre sac en papier se trouvaient des dents qui appartenaient probablement à une seule personne. Dans un 3e sac, 3 incisives inférieures furent trouvées avec une structure fortement atrophiée. Ces dernières provenaient probablement d'un individu âgé. Toutes les dents sauf 6 étaient bien conservées, écrivit Frédéric Petrusquet. À ce moment-là, en raison du grand nombre de dents, au moins 20 victimes furent confirmées, en plus de celles mentionnées dans le journal. Plus tard, ce nombre fut augmenté à 25, après avoir conclu que de nombreuses victimes étaient probablement âgées, ce qui signifiait qu'elles avaient moins de dents dans la bouche. Le processus d'extraction des dents des victimes semblait être une activité spéciale pour Karl Denk. Beaucoup portaient des traces montrant qu'elles avaient été arrachées avec précaution. Certains pensent que les mâchoires avaient été intensément cuites pour faciliter l'extraction des dents. Dans l'ensemble du rapport, l'aspect le plus macabre est que le cannibalisme ne suffisait pas à Karl Denk. Il confectionnait également des objets dans le style Dead Gain et produisait du savon avec de la graisse humaine. Parmi les bretelles trouvées dans sa maison, 3 étaient faites de peau humaine et montraient même un mamelon ou une région pubienne des victimes. Selon les sources, le jour de son suicide, Karl Denk portait une de ces bretelles faites de chair humaine. En outre, des lacets fabriqués avec des cheveux humains furent confisqués,
ainsi que des dizaines de vêtements sales. La découverte la plus marquante fut une collection de pièces de monnaie appartenant aux criminels, ainsi que des armes possibles des crimes, y compris une scie en bois, une pioche et 3 couteaux. Dans sa maison, des haches furent également trouvées et envoyées pour analyse afin de déterminer si elles avaient été utilisées pour découper les victimes. Lorsque les recherches furent finalement terminées, l'affaire mit plusieurs années avant d'être brièvement oubliée. Cependant, après la Seconde Guerre mondiale, en 1940, un couple polonais démolit l'abri en bois derrière l'ancienne résidence du criminel et découvrit une autre grande quantité d'os humains. Les enquêtes furent rouvertes et environ 42 victimes furent confirmées, dont 12 restent non identifiées. Nous allons tenter de comprendre l'histoire de Karl Denk, mais il n'y a pas tant d'informations à son sujet. Selon les sources, il n'a appris à parler qu'à l'âge de 6 ans, et ses enseignants le décrivaient ainsi, très renfermé et sans respect pour les professeurs. En vieillissant, Karl n'a jamais été vu avec des femmes et n'a même pas montré d'intérêt pour des sujets liés à la sexualité. Certains le décrivaient comme asexué. Ses proches, lorsqu'ils ont été interrogés, ont rapporté que Karl n'a jamais montré de sentiments, et certains écrivains l'ont décrit comme une créature sans charme. Son frère, cependant, a raconté qu'un jour il l'a entendu manger environ 2 kilos de viande, seul. Lorsque son père est mort, son frère aîné l'a soutenu en partageant l'argent de la famille, mais Karl dépensait cet argent pour acheter des terrains agricoles. Sa tentative de créer des terres fertiles a échoué, et il se retrouva rapidement dans la pauvreté. Quelque temps après, Karl Denk a acheté une maison sur la rue Starowa, à Ziembitz. Mais il l'a perdue à cause de l'inflation et y est resté pendant des années, tout en obtenant l'autorisation de vendre de la viande de porc. Il est devenu connu des habitants locaux. Au fil du temps, son travail à l'église et sa façon douce de traiter les habitants et les enfants lui valurent le surnom de Papa Denk. En 1906, il abandonna son travail à l'église et commença à vivre désormais uniquement chez lui. Ce changement soudain et son retrait de la communauté se produisirent probablement parce qu'à cette époque, il commettait ses premiers meurtres. Selon les sources, sa première victime, Ida Wallner, fut tuée en 1903. 6 ans plus tard, sa prochaine victime fut Emma Sander, âgée de 25 ans. À l'époque, l'employé de l'abattoir, Edward Troutman, fut jugé coupable de son meurtre et ne fut libéré que 2 ans après le suicide de Karl Denk. Lorsque le profil du criminel est analysé de manière plus froide, Denk est décrit comme un homme égoïste et ayant une déficience intellectuelle, qui n'avait pas la capacité de comprendre les lois de la société. Il semble que Karl Denk ne voulait pas nécessairement causer de la douleur à ses victimes, mais simplement satisfaire son besoin de viande humaine. Il est important de noter que cet homme a grandi pendant une époque de famine post-guerre, où il a également subi plusieurs échecs dans sa vie, une histoire qui commence à l'école et le suit jusqu'aux affaires familiales. Après la mort de Denk, 2 sans-abri ont cherché les autorités pour rapporter qu'ils avaient été victimes du criminel, mais qu'ils avaient échappé de peu à ses mains. Curieusement, ces 2 histoires étaient connues des voisins de Karl, qui ont dit que l'un de ces hommes avait rapporté qu'il avait été invité à écrire une lettre avant d'être simplement accueilli avec un collier métallique autour du cou. Aucun d'eux n'a rapporté leurs histoires à la police, probablement à cause de leur statut social de sans-abri. Mais il est intéressant de noter que les voisins connaissaient ces histoires et les ont ignorées. D'autre part, il a été observé que certains voisins se plaignaient de l'odeur forte venant de la maison de Denk, mais n'ont jamais contacté la police. La raison en était l'inflation qui frappait le pays, et les habitants croyaient que Karl tuait des chiens, une pratique courante mais légale à l'époque. Plus tard, certains voisins sont venus raconter aux journaux et à la police les jours où ils avaient vu Karl marcher avec des seaux remplis de sang, mais ils ne trouvaient rien de suspect, étant donné qu'il était propriétaire d'un commerce de viande dans la ville. Des témoins ont ensuite rapporté avoir été réveillés la nuit par des bruits de marteau et de scie, mais pensaient simplement que Karl faisait son travail, coupant de la viande de porc. Ce qui est encore plus étrange, c'est que certaines personnes ont rapporté que Denk avait l'habitude de vendre des vêtements usés et des chaussures de temps en temps, prétendant qu'ils étaient les siens. Après que les crimes aient été rappelés, le maire de Ziembitz, Tadeusz Wojcicki, pour gérer le problème de l'image du déviant et de l'ordre qu'il avait perturbé dans la petite communauté, décida de lui donner un petit espace au musée de la ville. Pensons à la façon dont nous pouvons exploiter le cannibale. Peut-être que dans notre musée des biens domestiques, dans le bâtiment de la mairie, nous pourrions lui donner un coin. Peut-être devrions-nous marquer l'endroit où il vivait, bien que nous ne voulions pas déranger les résidents actuels et pacifiques de la rue Starowa, a déclaré le maire.
Finalement, le nombre de victimes de Karl Denk atteint 42 morts, dont 12 jamais identifiés. Ces crimes auraient commencé en 1903 et se sont poursuivis pendant un peu plus de 2 décennies. Naturellement, l'affaire a été oubliée par la ville et n'a été rappelée qu'en 1989, grâce à sa rencontre avec la conservatrice Lucina Bial de la bibliothèque de l'université de Piasek en Pologne. Elle a ramené l'histoire du cannibale à la vie, le dernier enregistrement de la vie de Karl étant la photo de son corps dans le cercueil et des os de ses victimes. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous pour partager votre avis sur cette affaire, qui est très importante. Si vous voulez accéder à toutes les vidéos qui n'ont pas encore été publiées mais qui ont déjà été produites, c'est très facile. Cliquez ci-dessous sur Devenir membre et devenez membre de cette chaîne. Sinon, vous pouvez continuer à regarder ma playlist de cas criminels en cliquant sur le premier lien dans la description. Je vais m'arrêter ici, à la prochaine et au revoir.